Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éco-Débat. Et tout de suite, l'édito. Et aujourd'hui, l'innovation est à l'honneur et pour cause. L'année qui vient de s'écouler a vu se concrétiser bien des initiatives au Maroc. Une offre quasi complète d'accompagnement de l'innovation et surtout de l'entrepreneuriat. De quoi séduire nos jeunes entrepreneurs en herbe. Drivés par une volonté gouvernementale, les grandes entreprises s'y mettent aussi en se greffant à une start-up innovante. Elles pourront bénéficier même d'exonérations fiscales. Et puis, ça fait in pour leur image aussi, avouons-le. Avec toutefois une condition sine qua non pour cette exonération, le tiers des charges doit aller à la recherche et développement. Alors comment définir ces charges ou mieux, quelle définition l'État ou encore la Direction générale des impôts donne-t-il à la recherche et au développement? Et puis il y a le financement et ce fonds Innovinvest porté par la Caisse centrale de garantie, sans oublier la dernière volonté en date, Digital Fikra. Traduisez une idée digitale, un appel aux idées des internautes concernant leurs projets d'investissement innovants. Et pour chapeauter tout cela, ou s'en inspirer peut-être, une agence de développement digital qui a vu le jour. Alors le plan Maroc Digital 2020 est-il bien et bien déclenché? Est-ce une version plus perspicace ou efficace du plan Maroc numérique lancé en 2013? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui, surtout que notre économie, sans citer notre jeunesse, a besoin de créer de la richesse et surtout de l'emploi. Bien qu'outre le financement, il persiste d'autres freins à l'entrepreneuriat, accès au marché, information et expertise, mais aussi et surtout l'éducation. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons aspirer à des success stories mondiales qui pourront à leur tour donner le là à tout un écosystème. Aujourd'hui, l'innovation au féminin sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Zineb Dressé Khaïtouni. Bonjour. Bonjour Essène, merci pour l'invitation. Bienvenue. Écoutez, donc vous êtes entrepreneur bien naturellement et également fondatrice ou cofondatrice de Dabadoc, plateforme qui permet de mettre en relation les médecins avec leurs patients. Bienvenue encore une fois. Merci encore. En face, j'ai le plaisir de recevoir Leïla Slassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de casquettes pour Leïla Slassi. Donc, vous êtes avocate, également cofondatrice d'Afrique Advisors, cabinet de conseil juridique et fiscal, mais aussi membre du board de Outliers, une société d'investissement basée au Maroc et qui est dédiée justement à fournir ce qu'on appelle des capitaux intelligents aux projets innovants et start-up en Afrique. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et également sur ce plateau aujourd'hui, la cofondatrice de Nouma Casablanca, Selma Rbaj, bonsoir. Bonsoir. Alors juste pour donner une idée sur Nouma Casablanca, il s'agit d'un incubateur de projets, une multinationale si on peut dire, qui existe dans plusieurs pays, le Mexique, la France, la Russie ou encore l'Inde. Vous avez pour mission ce qu'on appelle l'accélération des projets innovants et donc des startups. Bienvenue mesdames. Merci. Et ça fait plaisir à Éco-Débat d'avoir un plateau féminin. D'ailleurs, on parle d'innovation au féminin aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment. Alors pourquoi? Je vais commencer avec une question assez qui challenge un peu. Pourquoi on ne parvient pas à créer des success stories au Maroc, notamment à l'international? Leïla Slassi. Ouf, c'est un vaste programme. Il y a beaucoup de choses qui freinent aujourd'hui l'émergence de vraies success stories marocaines. D'abord, il y a énormément de freins juridiques, énormément de freins à l'accès au capital et toute une mentalité qui permettrait l'émergence de ces startups qui n'est pas présente aujourd'hui au Maroc. Dwight Bush, l'ancien ambassadeur américain ici au Maroc, avait dit qu'il y avait 3 freins. 3 raisons pour lesquelles on n'a pas de belles success stories encore aujourd'hui, ici au Maroc. La première, c'est qu'on n'a pas forcément le goût du risque. On a encore beaucoup, vraiment peur de l'échec dans nos mentalités. Nos entrepreneurs ont encore peur de l'échec, peur de quitter leur emploi pour aller se lancer dans une aventure entrepreneuriale. La deuxième raison, c'est qu'on a encore très peu de financement. Très peu de financement très peu d'investisseurs qui croient dans le capital risque, qui veulent prendre le risque de financer un jeune projet avec finalement un très fort
fort taux d'échec pour ces projets-là. Et enfin, pas beaucoup d'exemples aussi. Il nous faut de beaux exemples qui vont inspirer la place des mentors, qui vont inspirer des plus jeunes, qui vont leur donner Google, le goût. par exemple, voilà, qui a fait que d'autres startups ont pu traîner, voilà, driver derrière eux beaucoup d'entrepreneurs qui vont rêver de ce nouveau modèle. Finalement, tout ce qui se met en place aujourd'hui au Maroc, aujourd'hui en 2018, a été initié vers 2014, au moment où on a organisé à Marrakech le Global Entrepreneurship Summit, où là, c'était une très grande messe pour les startups, pour tout l'écosystème qui gravite autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et on a vu beaucoup de discours, on a entendu de très beaux discours, on a vu de très beaux modèles, et c'est ce qui a derrière drivé, créé, permis à tout l'écosystème de se structurer. Donc il manque beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de bonne volonté, et un écosystème de plus en plus vivant. Et, on va en parler de ces freins un peu plus en détail. Quand on parle d'un incubateur de start-up, Salma Roubej, n'est-ce pas son rôle premier justement de driver, comme le disait Leïla, les porteurs de start-up, mais aussi d'expliquer un peu cette prise de risque et son importance dans la création d'un quelconque projet finalement. Bien sûr, et pour apporter un côté un peu optimiste à l'affirmation de départ, on est quand même un écosystème très jeune. Et ces organismes d'accompagnement, finalement, n'ont commencé à émerger qu'il y a 3 ou 4 ans. Quand on a démarré nos activités fin 2014, on était le premier incubateur marocain à offrir un support opérationnel aux startups. Et donc, effectivement, les briques des différents maillons d'accompagnement sont en train de se mettre en place avec, en 2017, la brique financement qui a vraiment connu une belle avancée. Mais tout ça, c'est des maillons qui sont nécessaires à l'émergence de ces success stories. Et nous, en tant qu'incubateurs, effectivement, on a un rôle important non seulement dans l'accompagnement des startups, mais aussi dans la mise en place de tout le reste de l'écosystème, c'est-à-dire mobiliser des expertises qui vont pouvoir aider ces startups-là au niveau technique, au niveau de l'accès à l'information, qui n'est pas quelque chose de simple, mobiliser des grandes entreprises qui vont permettre l'accès au marché à ces startups. Et mobiliser les grandes entreprises, ça veut dire aussi les sensibiliser à l'interaction avec la startup, qui est un autre modèle de fonctionnement finalement, et sensibiliser aussi les investisseurs à l'investissement dans une startup, qui est complètement différent d'un investissement dans une PME ou dans une plus grande structure. Alors, on parle d'incubateur, on parle de start-up. Zine Dressi Khaitouni, vous avez sauté le pas il y a quelques années. Quand est-ce qu'a commencé l'aventure d'Abadoc? D'Abadoc a été lancé en janvier 2014, donc ça fait maintenant 4 ans. Et justement, cette aventure a été une merveilleuse aventure pour nous, bien sûr, avec ses obstacles, ses challenges et ses défis. J'ai franchi justement ce cap de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat réellement parce que j'y croyais. Donc, l'entrepreneuriat nécessite plusieurs critères. Un, de la persévérance. 2, réellement, justement, cette envie de changer, je dirais, le monde, mais réellement d'apporter une réponse à un besoin réel. Et 3, finalement, la croyance en son projet. Parce qu'on ne peut pas réussir un projet si on n'y croit pas. On fait face à de nombreux défis au quotidien. Et si on ne le surmonte pas, eh bien, tout simplement, on va les voir comme des montagnes et justement, on sera freiné. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles on ne voit pas de success story encore au Maroc parce que, encore une fois, l'accès à l'information n'est pas disponible. Et donc, on sait que de nombreuses startups aujourd'hui au Maroc n'arrivent pas à dépasser ce cap de pouvoir justement arriver à un MVP et à pouvoir justement avoir un prototype et de pouvoir le commercialiser ou le mettre sur le marché. Donc pour nous, ça a été une très belle aventure. Qu'est-ce que ça vous a demandé? Parce que quand on parle de plateforme
donc qui met en relation le médecin avec des patients plutôt, parce qu'il faut beaucoup de passion pour faire cela. Oui. Qu'est-ce qui vous a... de quoi a-t-on vraiment besoin pour lancer ce genre de business? Alors déjà, la compréhension du marché. Déjà, comprendre quel est le besoin réel. Donc le besoin est pour Dabadoc aujourd'hui, on a répondu à un besoin qui était justement de pouvoir démocratiser l'accès aux médecins, c'est-à-dire pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin très rapidement et en un clic, que ça soit justement en semaine, en week-end ou en soirée, et ne pas justement devoir attendre des heures au téléphone ou pouvoir justement se présenter au cabinet du médecin et devoir attendre qu'on puisse être vu par le médecin. Donc ça a répondu déjà à ce besoin-là qui est d'avoir accès à ce médecin très rapidement. Ensuite, le deuxième point, ça a été de pouvoir être très transparent, parce qu'à travers Dabadoc, lorsqu'on effectue une recherche à propos d'un spécialiste dans une certaine ville, eh bien, on a la liste des médecins qui sont proposés et ces médecins-là ont un profil. Et à travers ce profil, on a un certain nombre d'informations, à savoir les diplômes, la formation, etc. Et donc, le patient a le choix justement de se diriger vers le médecin adéquat. Et c'est cette transparence qui fait qu'on a répondu aussi à un autre besoin qui est d'informer les citoyens, sur les différents médecins disponibles à travers les différentes villes du Maroc. Donc aujourd'hui, on est présent dans 28 villes et on espère pouvoir élargir justement notre base de médecins à travers toutes les grandes villes du royaume. Selma Rbach, peut-être que vous vouliez réagir sur ce que vient d'évoquer Zineb Dressi Retouni. Tout à fait. Alors, le point de Zineb est vraiment très important parce que la compréhension ou le manque de compréhension du problème qu'on essaye de résoudre est la cause principale d'échec d'une start-up à l'échelle internationale. Et on le voit dans notre activité, tous les projets qu'on reçoit, même les projets avancés qui génèrent déjà du chiffre d'affaires, qui sont sur le marché, souvent ont des difficultés à exprimer le problème qu'elles cherchent à résoudre et ont du mal à comprendre les utilisateurs ciblés. Donc innovation et compréhension du marché, ce sont deux points totalement différents, mais qui doivent rester complémentaires, ceci dit, pour la réussite en tout cas. Tout à fait. Alors une innovation n'est une innovation que si elle répond à un besoin précis et qu'il y a un client en face qui est prêt à payer. Sinon, c'est une invention dans un laboratoire de R&D. Ce n'est pas ce qu'on appelle une innovation. Leila Slassi, si on prenait de manière générale un peu la réussite, puisqu'on parle beaucoup d'échecs, est-ce qu'il y a un quota ou un taux d'échec des startups dans le monde, peut-être, et au Maroc en particulier? Dans l'industrie du venture capital, la philosophie derrière ce type d'investissement est la suivante. C'est de se dire, on va investir dans 100 startups. On sait que 95% de ces startups-là, voire 90-95%, vont échouer. Et on prend ce risque-là. En revanche, les 5% qui vont réussir suffisamment pour justifier, pour absorber finalement toutes les pertes qu'on aurait subies du fait des 95% d'échecs et qui, bien sûr, vont faire une performance telle que ça justifie cet investissement. Parce qu'en réalité, les courbes de croissance des startups sont extraordinaires. Une startup qui a bien compris son marché, qui a bien défini son produit, qui trouve sa clientèle et qui arrive à le scaler, c'est-à-dire à développer plusieurs marchés dans plusieurs zones géographiques différentes, a un potentiel de croissance extraordinaire. Donc là, il y a vraiment dans la mentalité aussi bien des entrepreneurs la volonté de prendre un risque et dans la mentalité des investisseurs, la volonté aussi de prendre énormément de risques, de se dire 95% des entreprises dans lesquelles je vais mettre de l'argent vont être un flop et c'est pas grave. De toute façon, le montant d'argent qu'on met, ce qu'on appelle les business angels, ou en tout cas ces investisseurs qui mettent de l'argent dans les startups, reste petit parce que finalement, pour une startup, il ne faut pas beaucoup d'argent. Exactement. N'est-ce pas Zineb Dressi, n'est-ce pas ne partage pas cet avis.
Mais écoutez, tout dépend du stade d'avancement de la start-up. Quand on est en phase d'amorçage, c'est-à-dire une start-up qui a une idée et qui est vraiment en phase d'amorçage, à ce moment-là, oui, le ticket d'investissement initial peut être relativement petit et tout dépend du secteur d'activité. Encore une fois, si on est dans l'énergie, on a besoin quand même d'investissements colossaux. Si on est dans un autre secteur... Si on est dans les services, l'investissement reste moindre que... Absolument. Oui. Donc, encore une fois, tout dépend du stade où se trouve la start-up, mais aussi l'industrie ou le secteur d'activité dans lequel elle va entreprendre justement ce projet. Donc, dans le cas, par exemple, des start-up dans les technologies de l'information, en effet, au tout départ, l'investissement peut être petit, mais pour avoir justement un fort potentiel de croissance, c'est bien après que justement suit l'investissement et qu'à ce moment-là, on a besoin d'un type d'investissement qui est autre que le financement d'amorçage et plutôt on parle de capital risque, etc. pour pouvoir scale up et pour pouvoir aller à l'international aussi. En parlant de capital risque, c'est très intéressant ce point que vous venez d'évoquer. Donc pour l'heure, qui assure le capital risque au Maroc? Outliers. Non, je rigole. Qui assure le capital risque au Maroc? Très peu d'acteurs marocains. Le vrai capital risque, j'entends, c'est-à-dire l'investissement dans des startups en phase d'amorçage, oui. Le Maroc tout petits tickets. Fund. Le Maroc Numeric Fund intervient avec des tickets un peu plus gros et donc ils sont à la recherche de startups qui sont à un stade un peu plus confirmé, ça reste des startups, mais disons qu'elles ont, le montant de leur ticket les fait intervenir après l'amorçage, de ce qu'on a pu voir de leurs investissements. Il y a des petits fonds soit des business angels, des personnes physiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup les familles d'entrepreneurs qui financent. C'est aujourd'hui une grande partie de la réalité marocaine, des familles d'entrepreneurs qui financent le projet du membre de la famille. Et ça va être quelques business angels étrangers. Et justement, l'ambition d'Outliers, le fonds d'investissement Outliers Venture, c'était de collecter et de réunir plusieurs, donc des fonds qui proviennent de stars du milieu des ventures, du capital risque, 500 Startups, Michel Sibel qui est le DG de Y Combinator, des grands noms de cette industrie qui s'intéressent à l'Afrique et qui sont à la recherche d'Africains pour aller identifier des startups à fort potentiel de croissance. Et donc le but de Outliers, c'est de structurer ici toute une équipe qui va aller identifier ces startups, identifier ces équipes, challenger les projets, vérifier que les entrepreneurs, que les fondateurs ont bien compris leur marché, ont la mentalité qu'il faut pour finalement suivre l'aventure et faire des investissements. On sait que la plupart des investissements, on a toujours le souhait que ce ne soit pas le cas, mais que une grande partie des investissements ne donneront pas lieu à de grandes success stories, mais le modèle, c'est qu'effectivement, une minorité qui permet de justifier le reste. Donc, Selma Khabbaj, quelles sont les difficultés justement que l'on peut rencontrer? Parce que tout le monde évoque cette question de financement comme un fantôme qui fait peur, qui freine et puis qui pèse aussi sur même un moral très optimiste d'un entrepreneur ou d'un start-upper. Alors, moi, ma conviction, et chez Numa, on milite justement pour changer cette mentalité. Un entrepreneur, avant de chercher du financement, doit chercher à prouver son business model. C'est-à-dire commencer à vendre son produit, à générer du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires récurrent. Et là, on peut avoir la prétention, si on veut, d'aller voir un investisseur et de lui dire « j'ai besoin que tu me finances ». Okay. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de porteurs de projets qui arrivent avec une idée, qui peut être une super idée, mais qui disent « je veux lever des fonds ». C'est pas possible. C'est pas possible au Maroc, c'est pas possible à l'international. Donc la première chose à faire, c'est d'abord, le premier financement finalement d'une entreprise, c'est ses clients. Donc la première chose à faire, c'est de générer du chiffre d'affaires. Et ensuite, là, il y a un dossier qui peut être monté, qui peut être présenté à des investisseurs. Mais je pense que c'est important aussi de dire qu'avec l'offre de la Caisse centrale de garantie dont tu parlais tout à l'heure, aujourd'hui, au Maroc,
on commence à avoir une offre de financement qui est très intéressante à tous les niveaux tous les maillons de la start-up. De la start-up. À partir du pré-amorçage à l'amorçage avec des subventions, des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 700 000 dirhams par projet. Donc, ce qui est très intéressant pour la plupart des projets entrepreneuriaux. Et ensuite, avec la mise en place de 4 fonds d'investissement en plus d'Outliers qui devraient démarrer dans les prochains mois. C'est des fonds d'investissement privés ou c'est des publics-privés. Du PPP, ok. Exactement. Et qui permettront justement de financer les phases d'expansion un peu plus avancées, disons. Quand on parle de phase d'expansion, Zindrissi, est-ce que cela, effectivement, veut dire que quand un projet marche dans un pays lambda, par exemple, parce que je sais que vous êtes présent dans 28 villes marocaines, mais peut-être qu'une expansion à l'international fait partie de vos projets? Alors nous sommes déjà, j'ai mentionné 28 villes au Maroc, mais nous sommes présents en Afrique du Nord. Donc aujourd'hui, nous sommes présents en Algérie et en Afrique. Est-ce que vous avez adapté votre offre justement aux spécificités de ces pays? Alors oui, d'une certaine manière oui, mais étant donné que ces deux pays-là figurent en Afrique du Nord et justement nous avons beaucoup de similarités, notre offre a été plus ou moins adaptée, mais je dirais que le service lui-même a été proposé tel quel. Quand on parle de Digital Fikra, justement, parce que on parle de nouvelles idées, mais les plus sceptiques parlent de besoin de financement. Maintenant, ce qui tient la route, c'est ce que vous venez de dire, parce qu'il ne suffit pas de financer quelque chose qui ne tient pas finalement la route. Leila Slassi, est-ce qu'aujourd'hui, le pays a besoin d'idées ou a besoin de financement ou d'encadrement ou peut-être recadrement, lapsus, de ces idées-là et de ces financements également? Et qui pourrait s'en charger? On a besoin d'un électrochoc pour aller vraiment de l'avant sur plusieurs fronts. Bien évidemment que lorsqu'un fondateur ou une start-up a une belle idée, elle doit bien évidemment démontrer que cette idée a toute sa place sur un marché. Elle doit bien évidemment commencer à chercher, à attirer des clients et à générer du chiffre d'affaires. Sans ça, aucun investisseur ne la suivra, c'est évident. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un entrepreneur qui a une super bonne idée, qui a trouvé son marché et qui est en train de le chercher, mais qui génère déjà de l'attraction? Qu'est-ce qu'on fait s'il a besoin de financement pour passer le cap suivant? Eh bien là, malheureusement, il n'a pas énormément d'outils entre les mains, d'outils juridiques déjà. Est-ce qu'il y a un encadrement juridique aujourd'hui pour la start-up? Parce que ça, c'est très très important. Est-ce qu'aujourd'hui, une start-up bénéficie du même statut entrepreneuriale qu'une PME ou une TPE classique? J'ai pas envie de dire classique, mais en tout cas, oui, une TPE. Contrairement à ce qui vient de se faire en Tunisie le mois dernier, avec un Start-up Act extrêmement ambitieux pour l'écosystème tunisien, on n'en a pas encore aujourd'hui au Maroc un véritable régime taillé sur mesure pour favoriser l'émergence de belles success stories marocaines. On a une émergence de régime avec effectivement une très très belle annonce. C'est encore petit, mais c'est un premier pas dans la bonne direction, c'est effectivement l'incentive fiscal qui vient d'être adopté dans la loi de finances pour 2018 avec les 200 000 dirhams, la possibilité d'investir 200 000 dirhams dans un régime fiscal favorable pour les entreprises. Mais en dehors de ce régime fiscal-là, qui est tout récent, on n'a pas encore aujourd'hui au Maroc un régime juridique adapté. Aujourd'hui, quasiment toutes les start-up sont structurées sous une forme de SARL. Une SARL, c'est un régime juridique qui n'est absolument pas, disons, facile et adaptable peut-être pour lever de l'investissement. Parce que les investisseurs vont vouloir avoir des types d'actions particulières, vont vouloir modeler leurs actions par rapport à celles du fondateur. Enfin, il y a toute une ingénierie juridique et fiscale derrière. Et donc, avec une SARL, qu'on ne peut absolument pas faire avec une SARL. Du coup, on oblige des start-up qui ont besoin d'aller vite, qui ont besoin d'aller lever du financement, qui ont besoin de trouver leur marché, qui ont besoin de s'améliorer jour après jour et de
relever des défis incroyables tout le temps, de se transformer en SA. Et donc, finalement, c'est un mammouth, la SA, parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut un nombre minimum d'actionnaires, il faut du capital, il faut un commissaire aux comptes. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur la SA, qui ne la rendent pas souple. Et c'est encore une fois une question de mentalité. En France, la plupart des investissements se font à travers une forme qui est très très souple, qui s'appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée, ou la SAS à associé unique, la SASU. Au Maroc, on a créé la SAS il y a quelques années, mais elle n'a absolument rien à voir avec ce schéma-là. C'est pas du tout la même, encore une absolument fois, pas. Sur le modèle français. Non, pas du tout. C'est encore plus rigide. C'est extrêmement rigide. C'est-à-dire que pour créer une SAS marocaine, il faut déjà être une SA ou avoir. Donc c'est la seconde étape d'une entreprise. Voilà. L'idée était peut-être d'apporter de la souplesse, mais on n'y est pas du tout avec la SAS marocaine. L'idée, c'est aussi d'adapter la SAS marocaine justement pour favoriser justement l'investissement auprès des startups. Donc au lieu de se convertir en SA, c'est de finalement passer au mode SAS, plutôt statut SAS, mais un statut SAS qui favorise la startup. Mesdames, je vous propose plutôt de faire une courte pause et puis nous reviendrons à la discussion juste après. Merci à nos téléspectateurs de rester avec nous. Le débat reprend tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la start-up au Maroc et plus largement en Afrique en fin de cette émission. Juste avant la pause, nous évoquions ce cadre juridique pour la start-up au Maroc et un point qui vient d'être soulevé par Leïla Slassi, celui du statut de SAS qui ne correspondait pas du tout, ou en tout cas qui ne facilitait pas la vie aux start-upers, encore moins à la start-up. Que préconisez-vous, en tout cas que proposez-vous peut-être pour modifier ce statut de SAS afin qu'il booste un peu l'efficacité de la start-up au lieu de la freiner? Tout simplement, déjà commencer par réduire le capital social minimum requis pour créer une SAS, donner la possibilité de créer des SAS associés uniques et se doter cette forme juridique d'un certain nombre d'outils qui permettraient aux entrepreneurs qui lanceraient leur projet de donner par exemple des parts dans le capital de cette société à leur équipe, ce qui se fait de manière très courante dans tous les écosystèmes florissants. L'idée c'est d'incentiver les équipes, de leur proposer de prendre petit à petit des outils de vesting, des outils de stock option, il y a plusieurs outils qui peuvent être mis en place. Donc pour encourager donner du capital à ces équipes, faciliter la création des structures et aussi lever de la dette. Aujourd'hui, quand on veut faire un financement en dette, on doit avoir un certain nombre d'années d'existence au Maroc. Enfin, c'est assez compliqué. On ne peut pas... Est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que c'est pas plus mal que si on contracte justement cette dette et que le business fasse un flop et du coup on se retrouve à payer une dette pour un business qui n'existe même plus? Encore une fois, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de prendre le risque. Et tant qu'on a envie et tant qu'on souhaite verrouiller le système dans tous les sens parce qu'on ne veut pas prendre le risque de perdre de l'argent, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des outils qui permettent, si moi j'ai envie de financer un projet et de prendre le risque de perdre mon argent, je ne vois pas pourquoi on va m'en empêcher. En général, les investisseurs savent où ils vont. On ne fait pas des investissements sans se renseigner un petit peu avant, sinon c'est grave. Donc si j'ai envie de prendre le risque de financer un projet et de me dire que ce projet a de fortes chances de ne pas fonctionner, mais il y a quand même des chances que je souhaite encourager, de donner lieu à une très belle aventure, j'ai envie de dire laissez-nous faire. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils, on n'a pas tous les outils, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les outils soient adaptés aussi. Il faut que les outils soient adaptés, il faut qu'on ait la possibilité juridique de le faire et qu'on ne soit pas freiné. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'à
vouloir limiter tous les risques, eh bien les belles histoires partent ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les plus belles, les entrepreneurs les plus talentueux se voient contraints par leurs investisseurs d'aller immatriculer leur société au Delaware, où on peut le faire aujourd'hui en ligne en 3 clics. Hein. Oui, et la aux société États-Unis, est créée. exactement. À l'île Maurice aussi. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Finalement, est-ce que ce n'est pas contre-productif que de laisser partir des talents, de laisser partir des belles histoires? Des impôts aussi, et pour bien le sûr, bien gouvernement. Exactement. Parlons peu Des et impôts. parlons argent. Si on enregistre une entreprise outre qu'au Maroc, tout le bénéfice il part à l'étranger. Donc à un moment, il faut déverrouiller, il faut libérer cette énergie, il faut la laisser s'exprimer. Et au final, c'est ce que viennent de faire avec beaucoup d'audace et de talent les Tunisiens. Et on peut vraiment revenir à cet exemple de la Tunisie. Voilà, beaucoup d'admiration. Donc finalement, malgré ces incitations financières, projet de loi de finances au profit des startups, notamment opérant dans les IT, finalement, si on n'a pas de cadre juridique adapté, à quoi bon lancer des financements et d'autres initiatives? Selma Rbej, par rapport à cette question du cadre juridique, mais aussi par rapport à ce business model qui soit, ou le contraire, que la loi s'adapte à ce business model propre aux startups. Alors, nous, notre conviction, c'est qu'il ne faut pas attendre le cadre juridique, il faut avancer. Et l'expérience qu'on a eue, c'est que les autorités finissent par suivre. Et nous, on pense qu'il y a un rôle moteur essentiel qui est joué par les grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises, finalement, ce sont elles qui offrent des opportunités de marché à ces entrepreneurs qui développent leur start-up. Et on assiste aujourd'hui au Maroc à une vraie ouverture de la grande entreprise vers l'innovation. Les grandes entreprises commencent à se rendre compte que c'est essentiel d'innover, alors qu'il y a un peu plus de 2 ans, on allait voir des patrons de grandes structures marocaines qui nous disaient que l'innovation n'était pas nécessaire dans leur métier. Là, aujourd'hui... Justement, est-ce que ça fait vraiment partie de la culture et même de la psychologie un peu de ces chefs d'entreprise, ou juste parce que ça fait, comme je le disais dans mon édito, ça fait in et puis ça fait moderne et puis on est à l'ère du temps. Ça dépend des entreprises. Certaines entreprises et beaucoup de filiales de multinationales ont vu ce qui a été fait dans leur maison mère au niveau de l'innovation depuis plusieurs années et ont vu la valeur ajoutée que ça pouvait créer pour le business finalement, et donc sont en train de mettre en place des stratégies d'innovation concrètes avec des enjeux stratégiques clairs auxquels elles cherchent à répondre à travers cette démarche d'innovation et à travers l'interaction avec les startups. Certaines structures marocaines suivent aussi avec cette vraie ambition d'intégrer ça et cette vraie compréhension de l'enjeu derrière. Mais il y a aussi beaucoup de buzz et c'est pas grave, tant mieux. On lance des initiatives parce que c'est dans l'air du temps. L'essentiel, c'est qu'il y ait des résultats pour convaincre et du coup pérenniser la démarche. Et ça, c'est vraiment un moteur important au niveau de l'encouragement de la start-up et de l'encouragement de son accès au marché. Zine Bedi Serratouni, peut-être que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit par... Oui, écoutez, moi je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème de start-up qui est très dynamique, je dirais même qui est très positif. Justement, suite à l'événement du GES en 2014 qui avait eu lieu à Marrakech, plusieurs initiatives sont nées. Notamment justement la naissance d'incubateurs, justement de la sensibilisation par rapport aux startups. Le financement aussi est venu justement à fin 2017. Donc je dirais qu'on est dans une dynamique positive. Maintenant, il faut fédérer tous ces acteurs, justement tous ces acteurs de l'écosystème, justement pour pouvoir concrétiser toutes ces choses-là. Et quand je dis concrétiser, justement, c'est mettre en place un cadre juridique adéquat
pour l'émergence de ces startups et pour avoir des success stories, mais aussi par rapport au financement. Donc aujourd'hui, avec le fonds Innovinvest, F2I, on a une enveloppe d'à peu près 700 millions de dirhams qui est supposée financer à peu près 300 projets sur les 5 prochaines années. Donc on espère avec ce financement et avec un cadre juridique adéquat qu'on va avoir une émergence de start-up qui vont réussir, que ce soit au niveau national, mais aussi le but c'est de faire d'un Maroc un hub africain et de Écoutez, il faut qu'il y ait de la bonne volonté pour pouvoir arriver à certaines choses et je dirais qu'il y a de la bonne volonté, cette dynamique est là. Mais quand et vous parlez de bonne volonté, vous parlez de bonne volonté de la part d'entrepreneurs comme vous et aussi on sent qu'il y a une bonne volonté de l'État également. Absolument, absolument. C'est indéniable. Ceci dit, comment on s'y prend? Alors, parce que vous avez évoqué un terme de fédéré. Il y a eu cette agence de développement du digital qui a vu le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, mesdames, que cette agence sera efficace pour justement fédérer ses efforts et ne parler que d'une seule voix pour représenter la start-up? Je vais rebondir. Alors, l'ADD, l'agence du développement du digital qui a été lancée en fin 2017, a justement pour but de dynamiser ce secteur du numérique. Pour nous, c'est une excellente initiative. Maintenant, on ne connaît pas sa feuille de route. On attend tous, cette feuille de route qui va établir justement les objectifs de cette agence qui vont permettre à des startups de pouvoir réussir et de pouvoir émerger. Donc, on est tous en attente de cette feuille de route. Il y a eu une initiative Digital Fikra qui a été lancée justement pour recueillir les propositions, des internautes et j'en félicite justement le secrétaire d'État à l'investissement. C'est une excellente idée, c'est une excellente initiative. Maintenant, avec toutes ces idées, il y a eu à peu près 350 idées qui ont été partagées sur ces derniers mois. Quelles vont être les idées qui vont être concrétisées? Comment l'agence du digital va justement pouvoir les mettre en place et quel va être son rôle finalement vis-à-vis des startups. Est-ce que les startups vont être représentées d'une certaine manière dans cette agence? Alors justement, est-ce qu'il y a une indépendance déjà de cette agence puisque elle dépend du ministère de tutelle, donc du ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, en tout cas de l'économie numérique. Est-ce que le fait de dépendre de ce ministère ne fait pas peut-être mettrait des freins à la libre action de cette agence, Je pense qu'il faut relativiser. La création de cette agence est une excellente nouvelle pour tout l'écosystème. Elle représente les pouvoirs publics au sein de l'écosystème, mais en réalité, l'agence seule ne peut pas relever tous les défis qui se portent aujourd'hui sur l'écosystème marocain. Il faut, et c'est déjà le cas, il y a eu l'année dernière la création d'un groupement de l'écosystème, donc finalement avec des rencontres régulières entre les différents acteurs de l'écosystème, les grands groupes que tu mentionnais tout à l'heure, les cabinets d'avocats, les startups, les fonds d'investissement, les incubateurs, tout ce petit monde qui gravite autour de ce rêve commun qui est de voir émerger au Maroc une belle place favorable et fertile pour l'émergence de belles histoires. Voilà, c'est tout ce monde-là ensemble, c'est ce groupement, c'est cette force ensemble qui pourra finalement relever les nombreux défis qui nous attendent. L'agence seule ne pourra pas y arriver et je pense que ce serait une erreur que d'attendre de la part de l'agence de relever tous les défis. Non, parce qu'on a l'habitude effectivement de tout mettre sur le dos de l'autre et notamment de l'État. Juste pour rebondir là-dessus, l'agence du digital va dynamiser le secteur numérique et les startups digitales. Or, l'innovation ne se résume pas au digital. On est dans un pays où on a des défis énormes à surmonter au niveau socio-économique et on a besoin de solutions qui dépassent le digital. Le digital doit vraiment être vu comme un moyen
plus que comme un objectif en soi. Comme une finalité. Oui, c'est ça. Donc, Parce qu'il y a d'autres secteurs, outre les IT, les technologies de l'information, qui font des startups et qui font des startups successful, enfin en tout cas qui ont beaucoup de succès. Justement, quels sont ces secteurs-là? Quels sont les secteurs aujourd'hui qui percent et qui, d'abord, dont on a réellement besoin au Maroc? On parle d'agriculture, vous avez parlé tout à l'heure d'énergie verte. Oui. Quels sont ces secteurs-là qui peuvent fédérer un peu plus d'efforts pour justement les voir naître et soit pérennes dans le temps? Alors l'agriculture, c'est intéressant que tu en parles. On est justement en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture aujourd'hui sur leur stratégie d'innovation. Et il y a un vrai enjeu de dynamiser l'innovation et l'entrepreneuriat un peu partout au Maroc dans la chaîne de valeur agro-industrielle. D'abord pour une raison d'employabilité, d'amélioration des conditions de vie dans le monde rural, mais aussi, et pour rejoindre le point de Zineb tout à l'heure, de positionnement du Maroc comme un hub d'innovation africain. Et je pense que c'est peut-être ambitieux, mais aujourd'hui, l'innovation ne peut se réfléchir que dans un contexte international, de compétition internationale. Donc si on n'arrive pas à se positionner en tant que leader, au moins régional, on n'arrivera pas à créer une dynamique d'innovation. Et donc, bon, l'agriculture, pour revenir à ce point-là, est un secteur extrêmement porteur où on a une certaine légitimité parce qu'il y a une expertise marocaine dans la production agricole et dans l'agro-industrie de manière générale. On a des grandes entreprises qui sont prêtes à porter cette innovation et à encourager des jeunes entrepreneurs à se lancer là-dedans. Donc pour nous, c'est un des secteurs porteurs là-dedans. On a beaucoup d'engouement aussi pour tout ce qui est efficacité énergétique, green tech de manière générale, réutilisation des déchets, etc. L'éducation, ça reste un enjeu majeur au Maroc. Et là, l'innovation, qu'elle soit digitale ou pas, est essentielle pour répondre à ces défis. Nous, on est convaincus que l'innovation est là pour répondre à des enjeux socio-économiques clairs. Et dans le cadre de l'éducation, on a clairement beaucoup de choses à faire. Un énorme gap. Un énorme gap, puisqu'on parle innovation et en même temps, on n'a pas l'éducation qui suit. Donc, c'est vrai que je comprends que vous parliez de gap. Peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose avant de faire réagir. Et une dernière chose, oui, c'est le secteur financier, finalement, où on a des gros acteurs marocains qui sont implantés un peu partout en Afrique, mais qui sont en train de rater le coche de l'innovation aujourd'hui. Et d'ailleurs, les caravanes et tous ces événements qui sont organisés, je le rappelle, par de grands groupes bancaires. Alors, il y a en ce moment une campagne publicitaire de beaucoup d'acteurs bancaires qui veulent se positionner comme des acteurs digitaux en mettant en avant des choses comme la banque en ligne ou la possibilité de faire des virements en ligne, alors que c'est des technologies qui existent depuis bientôt 15 ans. Toujours. Donc, donc j'ai envie de dire, dans le secteur, en particulier dans le secteur financier, mais il faut que les grandes entreprises aussi montent leurs standards et essayent vraiment de prendre le lead parce qu'elles vont se faire challenger. Si ce n'est pas au Maroc tout de suite, ça sera en Afrique. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, surtout qu'en Afrique, ils ont quand même une longueur d'avance par rapport à nous. Je ne parle même pas de leaders comme le Nigeria, mais d'autres pays qui ont beaucoup d'avance par rapport au Maroc en termes sur la fintech, d'innovation, exactement, de la fintech. Oui, alors je vais rebondir sur les points de Slima et Leïla, juste pour dire que justement, il y a un énorme gap au niveau de l'éducation. Et si on veut voir émerger des entrepreneurs qui vont réussir, si la base n'est pas là, comment peut-on justement aspirer à des success stories ou à des citoyens qui vont faire le pas justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il y a tout un travail qui doit être encore fait au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation primaire, au niveau des universités. Et au niveau des universités, on a toujours parlé justement de centres d'incubation, justement pour faire émerger des idées d'étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc,
il y a beaucoup d'initiatives encore qui peuvent être justement implémentées au niveau éducationnel pour justement favoriser et contribuer à un écosystème entrepreneurial, ou encore des startups. Voilà, absolument dynamique. Les plus florissants sont construits autour des universités. Quand on regarde la Silicon Valley, quand on regarde l'écosystème français aussi, qui est quand même un bel exemple d'écosystème vibrant. Même dans des pays africains, ils sont construits autour de leurs universités parce que c'est des pôles de recherche, parce que c'est des pôles d'excellence et parce qu'il y a cette jeunesse finalement qui est, encore une fois, pour revenir au point sur les risques, et qui n'a pas peur de prendre des risques. Un étudiant qui sort de l'université peut tenter 1 ou 2 projets avant de rentrer. Aujourd'hui, c'est communément admis de rentrer dans la vie professionnelle en cas d'échec, voilà, se rabattre sur le salariat. Donc, faire reposer nos initiatives sur nos universités, c'est indispensable. Juste un dernier petit point par rapport à ça. Je reviens justement d'un voyage en Allemagne où on a rencontré l'écosystème des startups et on a réalisé, donc c'était un voyage en collaboration avec le ministère des Finances, et justement tout se passe, en fait, toutes les entités, toutes les institutions sont liées, tout est fédéré, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés justement à avoir un système qui est bien ancré, et justement au niveau des universités, on encourage les étudiants à devenir entrepreneurs en les subventionnant, en leur donnant justement accès à des centres d'incubation justement pour faire développer leurs projets. Donc pourquoi pas s'inspirer de modèles qui ont réussi de par le monde et tout simplement essayer de réitérer ces choses-là au Maroc. En tout cas, il y a la Digital Fikra, il y a eu beaucoup de télévisual Fikra aujourd'hui. Il y a cet aspect africain. Donc vous parlez d'un hub. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas peut-être même besoin de s'inspirer de modèles qui ont réussi en Afrique pour réussir, nous, notre révolution digitale et même d'innovation tout court. On est loin derrière. Parce que vous êtes advisor, donc vous conseillez sur l'investissement en Afrique, donc vous connaissez bien le continent. Je reviens d'un voyage au Nigeria où on a été également à la rencontre de l'écosystème des startups nigérianes. Et je peux vous dire que ce qu'on y a vu force l'admiration. On a là des très belles histoires qui ont vu le jour. On a, malgré toute la difficulté d'accès à l'énergie, enfin, il y a un certain nombre de challenges auxquels sont confrontés. Des freins qu'on ne connaît pas ici au Maroc. Et pourtant, avec des difficultés comme celle-là, on voit émerger des histoires extraordinaires. Outliers, lorsque le fonds a été lancé l'année dernière, on a fait un appel à projets. On a reçu des projets qui sont venus parce que Outliers a une dimension régionale. On est à la recherche de projets qui sont sur tout le continent africain. Lorsqu'on a lancé l'appel à projets, donc on a reçu plusieurs candidatures, la plupart, alors qu'on s'attendait à en recevoir beaucoup du Maroc, puisque l'équipe est basée à Casablanca, eh bien la plupart ça allait être ma deuxième question. Donc alors du Maroc on a reçu des candidatures marocaines, mais le plus gros des candidatures et finalement des demandes de financement que nous avons reçues venaient du Nigeria, du Kenya, d'Afrique du Sud, de ces régions-là et de ces écosystèmes-là qui n'ont pas commencé, ont commencé il y a peut-être un petit peu plus longtemps et qui ont créé tout ce terrain fertile à l'émergence de belles histoires qui aujourd'hui vont chercher des financements partout dans le monde. À l'international, même pas sur leur... pas uniquement dans leur territoire. Alors, quand on parle investissement et quand on parle start-up, qu'en est-il du marché de l'emploi? De l'emploi pour les entrepreneurs, enfin de la création de richesse, parce que je parlais de création de richesse, on en a parlé, mais qu'en est-il de la création de l'emploi? Plus ou moins, combien d'emplois créerait une start-up aujourd'hui? Le principe d'une start-up, c'est qu'elle engage des frais au fur et à mesure qu'elle valide son business model et qu'elle croît. Donc, une structure commence avec 2-3 personnes et puis grossit au fur et à mesure
On a un exemple. Donc, Dabadoc, combien de personnes emploie votre start-up Zimdrissi? Et puis aussi, est-ce que vous appliquez ce modèle aussi de peut-être, comme vous l'évoquiez, en voulant peut-être motiver un peu plus, de donner des parts ou des actions, enfin des parts, peut-être que j'utilise le mauvais mot, mais... Des stock options. Des stock options, Absolument. Exactement. Alors justement, au tout départ, quand une start-up commence, c'est une petite équipe, les fondateurs et éventuellement une autre personne, mais au fur et à mesure que justement son projet arrive à maturité et justement qu'il y ait du chiffre d'affaires qui est généré, et bien à ce moment-là, on commence à avoir besoin de talents. Aujourd'hui, notre équipe est constituée de 15 personnes. Et justement, par rapport à tout ce qui est incentive pour les personnes de l'équipe, nous avons mis en place un mécanisme, étant donné que juridiquement parlant aujourd'hui, les stock options n'existent pas, mais pour pouvoir justement intéresser les personnes et pour garder ces talents, parce qu'aujourd'hui on est à la recherche de talents, des gens qui ont la même vision, c'est-à-dire de pouvoir croître et de pouvoir faire réussir la start-up, eh bien nous avons besoin de personnes qui croient au projet et qui vont pouvoir perdurer dans le temps. Juste une autre question par rapport au talent. On parle au talent au féminin ou au masculin en parlant de start-up? Parce que le ministre délégué, en tout cas sur son compte Twitter, était un peu déçu de la présence un peu timide de féminin dans les idées qui lui ont été soumises. Aujourd'hui, le talent est un enjeu majeur, qu'il soit masculin ou féminin. Pour une start-up, recruter du talent est compliqué. Il y a surtout, pour revenir à la dimension de perception et de culture, aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas valorisé au Maroc comme il peut l'être dans d'autres pays. Et ça reste pour beaucoup de gens une deuxième option par rapport au salariat. Et donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a beaucoup d'organisations qui interviennent déjà au niveau des lycées, des universités, mais c'est tout un changement de mentalité qui doit être mis en place. Nous, dans nos programmes d'incubation, on a une parité, je dirais. Il y a la parité. Il y a la parité. On a beaucoup de jeunes femmes très ambitieuses, très motivées, qui viennent avec des projets très intéressants. Après, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour revenir à ce que disait Zineb tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles, et il faut un engagement très fort et un certain niveau de maturité pour pouvoir porter ces projets jusqu'au bout. Mesdames, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Vous m'avez presque donné envie de me jeter à l'eau et de commencer ma start-up. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Éco Débat. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente suite des programmes sur notre.